Un chiffre circule dans les rapports de sécurité, un autre dans les communiqués officiels, et l'écart brutal entre les deux ouvre une fissure inattendue au cœur du Burkina Faso. Derrière ces colonnes de nombres, des valises discrètes, des promesses murmurées et des millions de dollars cherchent à fissurer l'armée, tandis que le cercle loyal à Ibrahim Traoré se resserre au lieu de céder. Que signifie, pour vous, cette capacité d'un État dirigé par Ibrahim Traoré à tenir sous une pression étrangère patiente, méthodique, presque obsessionnelle? Et si ce bras de fer silencieux annonçait un rééquilibrage durable dans tout le Sahel? Dans cette deuxième partie, le récit promet autre chose qu'un simple résumé dramatique de l'actualité burkinabé. Vous en tirerez une grille de lecture claire et réutilisable. Elle permettra d'interpréter chaque nouvelle alerte, chaque rumeur de complot, chaque chiffre discordant dans les rapports de sécurité ou dans les communiqués officiels. À travers le cas d'Ibrahim Traoré et des opérations clandestines qui le visent, cette histoire dévoile comment l'argent, les réseaux d'influence et les armées façonnent silencieusement le pouvoir. Ce décryptage vous aide à replacer chaque Burkina Faso News dans un paysage plus vaste, où un État peut être ciblé pour ses ressources autant que pour ses choix diplomatiques. En suivant jusqu'au bout, vous pourrez situer chaque Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Ibrahim Traoré Interview dans la logique des pressions extérieures plutôt que dans le bruit. Derrière ce dossier précis se joue une question plus large. Qui décide du destin d'un État du Sahel quand des valises de billets traversent les frontières plus vite que les renforts militaires? La question implicite est simple, presque dérangeante. Que devient votre lecture du monde quand les chiffres mentent à moitié? On peut d'abord relever un premier indice révélateur. Les enquêteurs burkinabés confirment plus de 10 tentatives d'assassinat en moins de 2 ans, ainsi que l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués dans des réseaux transnationaux. Deuxième signal, tout aussi décisif. En novembre 2024, un intermédiaire est intercepté avec une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinés à acheter la défection d'officiers stratégiques. À partir de ces données, un fil conducteur inédit apparaît. La menace n'a jamais été marginale. Elle s'inscrit dans une stratégie méthodique où les flux financiers, les approches ciblées et les relais régionaux convergent pour influencer la trajectoire du Burkina Faso. Pour saisir ce mouvement, il faut remonter à 2022, moment où le pays, déjà fragilisé par les crises sécuritaires et économiques du Sahel, entre dans une zone de turbulences multiples. Situé à la croisée d'intérêts concurrents, il combine instabilité politique, pression budgétaire et ressources naturelles très convoitées, de l'or au manganèse. Dans cet environnement saturé d'influences extérieures, les premiers signaux se multiplient, enveloppes discrètes remises à des capitaines, propositions d'avancement accéléré, rencontres inhabituelles sous couvert d'investissements commerciaux. Derrière ces gestes apparemment isolés, des agents liés à des réseaux régionaux injectent des millions de dollars pour fissurer la chaîne de commandement et tester la cohésion interne. L'arrestation de l'intermédiaire porteur de la mallette n'est pas un accident. Elle est de la preuve tangible d'un dispositif structuré, pensé pour pénétrer les points sensibles de l'appareil militaire. Ce glissement progressif, d'une tension diffuse vers une confrontation ouverte, constitue le véritable point de bascule de la crise. En quelques mois seulement, Ibrahim Traoré devient une cible centrale dans un jeu de pression coordonné où chaque contact, chaque rumeur, chaque somme interceptée révèle la profondeur de l'ingérence. Pour un observateur extérieur, cette évolution éclaire soudain les récits circulant dans les Burkina Faso News. Derrière les discours officiels, c'est toute une architecture d'influence cachée qui apparaît. Au cœur de cette mécanique de pression croisée, un personnage central émerge,
l'officier intermédiaire qui, dès 2022, signale les premiers contacts suspectés. Loin d'être un héros romanesque, il devient une source d'observation privilégiée, car son rôle montre comment la menace extérieure se manifeste d'abord sous des formes banales. Ces rapports, rédigés avec précision, décrivent des approches discrètes, des enveloppes ornées sans explication, des propositions de mutation avantageuses formulées hors des circuits hiérarchiques classiques. Rien n'y semble spectaculaire, mais chaque détail laisse deviner une tentative d'infiltration plus profonde. Un second acteur, un capitaine stationné dans le nord, fournit un autre angle. Approché à plusieurs reprises par des individus proposant une somme considérable pour rééquilibrer le commandement, il refuse systématiquement. Ce refus déclenche une enquête interne qui met au jour un canal d'influence déjà actif depuis plusieurs mois. Le choix de cet officier, anodin en apparence, devient alors un pivot analytique. Il montre comment la résistance individuelle peut révéler une architecture clandestine bien plus large. Une troisième pièce complète le tableau, un officier logistique à qui l'on propose un soutien matériel en échange d'informations stratégiques. Son signalement active une collaboration entre renseignements militaires et cellules diplomatiques, dévoilant des connexions transfrontalières jusque-là non identifiées. Les impacts commencent alors à se matérialiser. La hiérarchie comprend que chaque pression locale a désormais un relais extérieur. Cette prise de conscience resserre l'appareil sécuritaire autour du noyau loyaliste d'Ibrahim Traoré, qui doit ajuster sa stratégie de protection sans céder à une centralisation paralysante. Ainsi se dessine un premier enseignement central. Chaque geste discret devient un indicateur d'un rapport de force bien plus vaste. L'activation du dispositif clandestin commence bien avant que l'opinion publique ne saisisse l'ampleur du phénomène. Les premières semaines suivant l'arrivée au pouvoir voient s'enchaîner des signaux diffus. Des officiers rapportent des propositions ambiguës, présentées comme des opportunités professionnelles inopinées. Les interlocuteurs, toujours prudents, évoquent des partenariats visant à stabiliser le pays. Derrière ces discours policés, les enquêteurs identifient des démarches répétées, portant la marque de réseaux extérieurs, capables d'agir sous couvert d'activités commerciales. Les sommes avancées, bien que rarement révélées aux intéressés dans leur intégralité, laissent deviner une infrastructure financière solide, pensée pour fracturer progressivement la chaîne de commandement. L'accélération intervient lorsqu'un capitaine basé dans le Nord est approché à 3 reprises par des individus lui proposant une somme colossale pour rééquilibrer le commandement. Son refus, immédiatement signalé à l'état-major, enclenche une vérification ciblée. Les recoupements réalisés à partir de ces témoignages exposent un canal d'infiltration discret mais déjà fonctionnel. Ce premier déclic marque un basculement. La menace cesse d'être un ensemble d'incidents isolés et devient une matrice cohérente structurée autour d'une stratégie d'influence externe. Le deuxième mouvement s'opère quelques semaines plus tard. Un officier logistique rapporte qu'on lui a proposé un soutien matériel en échange d'informations sensibles. L'affaire déclenche une coopération entre le renseignement militaire et la cellule diplomatique. Les recoupements révèlent des connexions directes avec des réseaux actifs dans un pays voisin du Sahel. L'intrusion apparaît alors pour ce qu'elle est, une opération transnationale méthodique, non une simple tentative opportuniste. À mesure que la surveillance se renforce, les autorités détectent des mouvements financiers anormaux, des voyages coordonnés, des contacts répétitifs entre acteurs locaux et intermédiaires extérieurs. La tension atteint son point culminant en septembre 2024.
Une tentative de coup d'État éclate simultanément sur deux axes. Un groupe cherchera à s'emparer d'un dépôt stratégique, tandis qu'un second contingent tente d'approcher le périmètre du palais présidentiel. Les forces loyales réagissent en quelques minutes. Les affrontements restent contenus, mais les documents saisis, les communications interceptées et les interrogatoires révèlent une imbrication directe avec des structures opérant hors des frontières burkinabées. L'opération met au jour l'ampleur du réseau impliqué: financement extérieur, infiltration organisée, relais locaux stratégiquement positionnés. La dissipation immédiate de l'assaut ne marque pas la fin de la crise. Elle en ouvre la phase la plus dense. Une onde de choc traverse l'armée. Les officiers découvrent que les complots successifs étaient coordonnés depuis l'étranger, avec des budgets capables de racheter des allégeances clés. La population, informée par bribes, perçoit soudain que les enjeux dépassent les rivalités internes. À l'extérieur, la pression diplomatique augmente. Certains discours insistent sur la nécessité de stabiliser le Burkina Faso, d'autres évoquent un risque de autoritarisme. Ces narratifs servent d'écho médiatique aux opérations clandestines, ajoutant une couche supplémentaire de contraintes politiques. Dans cette séquence, le pouvoir resserre ses lignes autour du cercle loyaliste d'Ibrahim Traoré. Redéploiement des unités, renforcement des postes sensibles, surveillance accrue des officiers à risque. Chaque mesure vise à couper les canaux d'intrusion avant qu'ils ne se recomposent. Le pays passe ainsi d'une période d'alerte diffuse à un affrontement ouvert, révélant une lutte de plus grande ampleur autour du contrôle de la souveraineté. Le passage du climat de suspicion à la confrontation ouverte devient lisible lorsqu'on réunit les trois données que les services burkinabés considèrent comme structurantes. Elles n'éclairent pas seulement la mécanique des complots, elles montrent la manière dont la pression extérieure se déploie dans le temps, comment elle se renforce lorsque les contre-mesures internes progressent, et surtout comment elle finit par produire un effet inverse à celui recherché. Ce sont ces courbes silencieuses tracées sur plusieurs mois qui permettent d'identifier le véritable basculement stratégique. La première donnée concerne le nombre total de tentatives d'assassinat recensées depuis 2022. Plus de 10 opérations confirmées. Ce volume exceptionnel montre une pression continue et méthodique. Ces offensives, souvent planifiées sur plusieurs étapes, révèlent que les acteurs externes n'agissent ni par impulsion ni par opportunisme. Ils s'inscrivent dans une stratégie de long terme visant à épuiser les défenses internes. Le caractère répétitif de ces actions fournit le premier baseline, une pression régulière, persistante, cherchant à tester chaque maillon de la structure militaire burkinabé. La seconde donnée constitue un pivot analytique. En novembre 2024, un intermédiaire est intercepté avec une mallette contenant 5 milliards de francs CFA. Cette somme énorme révèle l'échelle financière du projet subversif extérieur. Placé dans la chronologie, cet épisode marque le delta, une augmentation nette des moyens utilisés qui transforme la nature même de la menace. Il ne s'agit plus d'influencer discrètement un ou deux officiers, mais d'acheter directement la défection de segments entiers du commandement. Le flux financier mis au jour suggère des relais transfrontaliers, des circuits logistiques robustes et une volonté d'intervention dépassant le cadre strictement burkinabé. La troisième mesure porte sur les implications internes. Plus de 50 officiers sont été arrêtés pour participation avérée au réseau lié au complot. Ce nombre élevé souligne une infiltration profonde et patiemment construite. Ces arrestations révèlent une structure parallèle cherchant à établir, au sein même de l'armée, un appareil capable de répondre aux intérêts d'acteurs extérieurs.
Le delta ici n'est pas seulement numérique, il est organisationnel. Les enquêteurs observent que les contacts entre certains officiers et leurs correspondants régionaux se sont densifiés à partir du milieu de l'année 2024, au moment précis où les mesures de sécurité adoptées par l'État devenaient plus strictes. Ces trois données assemblées montrent une montée en intensité parfaitement corrélée avec l'évolution du contexte régional. Au départ, la pression se manifeste par des approches discrètes visant des individus isolés. Puis, à mesure que la cohésion se renforce autour d'Ibrahim Traoré, l'ingérence adopte des formes plus coûteuses, plus étendues, plus structurées. Le point de bascule s'étire donc sur 2 ans, d'une infiltration fragmentée à une tentative coordonnée de remodeler la structure interne du pouvoir. L'effet paradoxal apparaît ensuite. Loin d'affaiblir l'appareil sécuritaire, ces révélations conduisent l'État à resserrer les chaînes hiérarchiques, à centraliser les flux d'informations et à mettre à jour les zones vulnérables que les réseaux extérieurs tentaient d'exploiter. La donnée brute devient un outil politique. Chaque chiffre agit comme un marqueur du rapport de force, rappelant que les opérations clandestines ne produisent jamais uniquement les effets attendus. Parfois, elles révèlent malgré elles la cohésion qu'elles cherchaient précisément à briser. Le débat autour de la crise burkinabé polarise deux lectures qui, pour être évaluées correctement, doivent d'abord être reconstruites dans leur version la plus solide. La première, largement portée par certains acteurs étrangers, postule qu'une influence discrète ou une intervention indirecte serait justifiée par la nécessité de maintenir la stabilité régionale. Selon cette thèse, le Burkina Faso occupe une position charnière dans l'architecture sécuritaire du Sahel. Un pouvoir jugé imprévisible pourrait fragiliser les frontières, amplifier les mouvements d'insécurité et compromettre des intérêts occidentaux liés à la lutte contre les groupes armés. L'ingérence deviendrait alors une forme d'action préventive, un moyen d'éviter un effondrement susceptible d'entraîner tout le Sahel dans une spirale d'instabilité. Le second argumentaire, plus nuancé mais présent dans plusieurs analyses occidentales, souligne le risque d'une centralisation excessive autour du pouvoir actuel. Dans cette perspective, la concentration de l'autorité entre les mains d'Ibrahim Traoré pourrait restreindre la pluralité politique, dégrader la coopération internationale et affaiblir la capacité du pays à mobiliser l'aide extérieure. La fidélité de l'armée, perçue comme la principale colonne vertébrale du régime, serait une ressource fragile. Un choc interne suffirait à la fissurer. L'intervention extérieure apparaîtrait alors comme une mise en garde, un contrepoids destiné à prévenir une dérive institutionnelle. Ces deux récits possèdent leur cohérence interne, mais leur confrontation avec les données factuelles modifie leur portée. Les plus de 10 tentatives d'assassinat recensées depuis 2022, l'interception d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA et l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués ne relèvent en rien d'une logique défensive. Ils témoignent d'une stratégie proactive, cherchant à remodeler la structure du pouvoir par des moyens clandestins. L'ingérence ne s'explique donc pas par la volonté de stabiliser une région vulnérable, mais par une pression visant à influencer directement les choix souverains d'un État. La solidité des faits réduit l'espace des interprétations. Elle impose un cadre où la question n'est plus de savoir si les pressions extérieures sont justifiées, mais comment elles tentent de s'inscrire dans la dynamique interne d'un pays qui cherche à préserver son autonomie. Un seuil vient d'être franchi. Ce moment charnière apparaît lorsque les enquêteurs établissent que chaque pression interne possède désormais un relais extérieur capable d'en amplifier l'effet. La découverte de connexions transfrontalières, jadis cantonnées à quelques soupçons isolés,
devient une certitude opérationnelle dès lors que les flux financiers, les approches ciblées et les tentatives de cooptation convergent vers un même schéma. L'intrusion n'est plus une fragmentation d'initiatives opportunistes. Elle se révèle comme un système articulé, doté de moyens conséquents et d'une capacité d'adaptation surprenante. À partir de là, la logique de défense du Burkina Faso bascule. Les services de sécurité ne peuvent plus traiter les affaires comme des anomalies ponctuelles. Ils doivent envisager une architecture hostile capable de répliquer, d'apprendre et de contourner les contre-mesures. Cette compréhension modifie profondément le centre de gravité institutionnel. Elle resserre l'appareil décisionnel autour du noyau fidèle à Ibrahim Traoré, non par réflexe centralisateur, mais parce que la menace identifiée exige une cohérence stratégique que des structures dispersées ne pourraient maintenir. Ce point charnière révèle enfin une vérité sous-jacente. L'ingérence ne cherche plus seulement à tester le système, elle tente d'en redessiner les fondations mêmes. Les révélations successives ne restent pas cantonnées au cercle militaire ou diplomatique. Elles traversent la société burkinabé et reconfigurent plusieurs niveaux de fonctionnement collectif. Leur portée se mesure d'abord dans les réactions de la population. Les échecs répétés des complots renforcent une vigilance diffuse qui se traduit par par une multiplication d'initiatives locales, comités de veille, signalement rapide d'activités suspectes, protection spontanée des infrastructures essentielles. Cette mobilisation exprime une conscience nouvelle. Les pressions extérieures ne sont plus un concept abstrait, mais un facteur capable d'influer sur la sécurité des familles, des villages et des réseaux communautaires. Sur le plan économique, la secousse se manifeste de manière duale. À court terme, l'incertitude politique entraîne une prudence évidente dans les investissements, notamment dans le secteur aurifère, qui constitue un pilier de l'économie nationale. Les acteurs privés, conscients de la circulation de millions de dollars destinés à financer les complots, réévaluent leurs partenariats et resserrent leurs procédures de conformité. Les entreprises locales privilégient les circuits transparents afin d'éviter d'être instrumentalisées par des acteurs extérieurs utilisant des flux financiers opaques. Ce resserrement a un coût, mais il réduit les marges de manœuvre des réseaux clandestins. Pour l'État, les conséquences deviennent structurelles. Les arrestations de plus de 50 officiers impliqués déclenchent une réorganisation interne profonde. Rotation des postes sensibles, centralisation accrue des informations stratégiques et renforcement des contrôles hiérarchiques. Cette recomposition rend l'appareil sécuritaire plus compact et moins perméable aux infiltrations. Elle durcit également la doctrine de protection des pointes névralgiques en alignant les efforts institutionnels autour du cercle loyaliste d'Ibrahim Traoré, dont la cohésion devient un enjeu prioritaire. La crise agit alors comme un révélateur. Les zones vulnérables, longtemps ignorées, apparaissent au grand jour et obligent à repenser la structure décisionnelle. L'impact régional constitue enfin le niveau d'effet le plus profond. Le Burkina Faso devient un cas d'étude pour plusieurs États du Sahel, notamment le Mali et le Niger, qui observent attentivement la manière dont les tentatives de déstabilisation ont été mises en échec. L'incapacité des réseaux transnationaux à obtenir la défection d'officiers stratégiques, malgré des moyens financiers considérables, est interprétée comme un précédent important. Elle envoie le signal qu'il est désormais possible de contrer des dispositifs d'ingérence sophistiqués. Cette dynamique favorise l'émergence d'une forme de solidarité régionale fondée sur la défense de la souveraineté institutionnelle face aux pressions extérieures.
Ces quatre ensembles d'effets montrent que les événements ne se limitent même pas à une série de complots avortés. Ils redessinent les logiques sociales, économiques, politiques et géopolitiques qui structurent le pays et son environnement. Ils révèlent aussi une réalité souvent négligée. Lorsqu'une ingérence échoue, elle laisse derrière elle un paysage profondément transformé où les acteurs locaux prennent conscience de leur propre capacité à résister. Les mois à venir s'annoncent déterminants pour le Burkina Faso, placé à l'intersection de pressions extérieures persistantes, de recompositions internes encore instables et d'attentes publiques en constante évolution. La trajectoire du pays dépendra de la manière dont ces trois lignes de force s'articuleront, mais aussi de la capacité des institutions à maintenir la cohésion révélée après l'échec des complots récents. Les scénarios envisagés ne reposent sur aucune certitude. Ils traduisent simplement les dynamiques déjà observées et, euh, dans les données disponibles et dans les comportements des acteurs impliqués. Dans un scénario de base marqué par une stabilisation prudente, si les réformes sécuritaires engagées après les arrestations se poursuivent avec constance, l'appareil d'État consolidera progressivement sa cohésion interne. La centralisation autour des unités fiables permettra d'assécher les circuits financiers suspects, tandis que le resserrement hiérarchique réduira la perméabilité des postes sensibles. Dans cette configuration, la stabilité demeure fragile, mais elle devient fonctionnelle. Les institutions tiennent, même si les pressions extérieures persistent à un niveau modéré. Dans un scénario optimiste de renforcement structurel, dans l'hypothèse où les relais transnationaux affaiblis depuis novembre 2024 ne parviennent pas à se reconstituer, une dynamique plus robuste pourrait émerger. Les mécanismes de contrôles internes gagneraient en efficacité, les zones vulnérables et identifiées seraient durablement sécurisées et les initiatives locales de vigilance continueraient de soutenir les services officiels. L'économie, libérée d'une partie des canaux opaques, pourrait attirer des investissements internes mieux alignés sur les priorités nationales. Ce scénario implique un certain degré de coordination régionale, les voisins sahéliens observant attentivement les méthodes adoptées au Burkina Faso. Dans un scénario pessimiste de fragmentation relancée, si les réseaux extérieurs parviennent à restaurer leur capacité logistique, une nouvelle vague de pression pourrait s'exercer. La multiplication de tentatives d'approche discrète ou la réactivation d'alliances locales fragiles pourrait affaiblir le resserrement institutionnel acquis ces derniers mois. Les tensions internes ressurgiraient dans un contexte moins favorable, rendant l'appareil d'État plus vulnérable à des opérations simultanées. Le risque principal ne serait pas un effondrement immédiat, mais une érosion progressive de la cohésion sécuritaire. En arrière-plan, une question essentielle demeure. Dans un environnement saturé d'ingérence, la résilience dépend moins de la réaction à une crise isolée que de la capacité à structurer une continuité stratégique. Les événements qui ont secoué le Burkina Faso résonnent au-delà des cercles institutionnels. Ils influencent aussi la manière dont différents publics interprètent la stabilité, la souveraineté et les rapports de force internationaux. Pour de nombreux observateurs extérieurs, les révélations sur les mécanismes clandestins cherchent à démontrer que les pressions étrangères ne se limitent pas à des interventions spectaculaires. Elles prennent souvent la forme d'approches discrètes, de flux financiers opaques et d'incitations ciblées qui tentent de remodeler silencieusement un paysage politique. Cette compréhension modifie la perception de ce que recouvre réellement la notion de vulnérabilité étatique. Chez ceux qui s'intéressent aux dynamiques internationales, l'affaire burkinabé éclaire un point souvent sous-estimé.
Les pays les plus exposés aux tensions économiques et sécuritaires deviennent des terrains privilégiés pour les stratégies d'influence concurrentes. L'ingérence n'apparaît plus comme une abstraction géopolitique, elle s'incarne dans des décisions locales, des chaînes de commandement fragilisées et des réactions institutionnelles qui tentent de préserver une cohésion mise à rude épreuve. Pour un autre groupe de lecteurs, ceux qui suivent l'évolution du Sahel dans une perspective sociopolitique, l'épisode rappelle la place réelle des institutions locales dans la défense de la souveraineté. Voir un État tenir malgré des pressions répétées oblige à reconsidérer l'idée souvent répandue selon laquelle les structures nationales seraient entièrement dépendantes de soutiens extérieurs. Les tentatives d'échouer montrent qu'une résistance institutionnelle peut émerger même dans un environnement saturé d'acteurs concurrents. Dans ce contexte, deux gestes simples renforcent la compréhension. Diversifier les sources d'information et privilégier les données concrètes plutôt que les récits émotionnels. Ces démarches ne produisent pas un consensus, mais elles offrent une lecture plus nette des enjeux, là où les narratifs fragmentés tendent à obscurcir les mécanismes réels. La sortie durable de crise ne repose pas sur une initiative spectaculaire, mais sur un ensemble d'étapes méthodiquement articulées. Les informations déjà confirmées, plus de 10 tentatives d'assassinat, 50 officiers impliqués, financiers importants, imposent une architecture d'action où chaque séquence répond à une vulnérabilité identifiée. L'objectif n'est pas seulement de neutraliser les pressions extérieures, mais de renforcer la capacité institutionnelle à absorber les chocs futurs sans glisser vers une rigidité paralysante. Cette feuille de route s'organise autour de 5 axes. Le premier axe est une rotation programmée des postes sensibles assurée par l'état-major et l'inspection interne, avec une fréquence trimestrielle, et l'indicateur associé devient la diminution du nombre de signaux d'approche anormale dans les unités stratégiques. Le deuxième axe repose sur un audit continu des circuits logistiques, mis en œuvre par un comité conjoint sécurité logistique sur une base mensuelle, l'indicateur étant la détection rapide de flux matériels ou financiers atypiques. Le troisième axe concerne la consolidation des alliances régionales portées par la diplomatie et le commandement militaire, avec des accords bilatéraux évalués tous les 6 mois. L'indicateur est alors le niveau d'opérationnalité des dispositifs de coopération sécuritaire. Le quatrième axe vise une traçabilité renforcée des partenariats sensibles sous la responsabilité du ministère de l'économie et de la cellule de conformité, avec une application fondée sur le contrôle systématique des engagements externes et un indicateur centré sur la réduction mesurable des flux non déclarés ou difficilement justifiables. Enfin, le cinquième axe implique l'implication des comités civils de vigilance, supervisés par les autorités locales, à travers une formation et une coordination bimestrielle. L'indicateur retenu est le délai moyen entre un signalement et une intervention. Ces étapes ne garantissent pas l'absence de nouvelles tentatives, mais elles composent une architecture cohérente permettant d'absorber la pression. Leur mise en œuvre exige une continuité stratégique que le cercle institutionnel d'Ibrahim Traoré devra maintenir sans rompre l'équilibre interne. Revenir aux premiers signaux apparus dans les témoignages des officiers permet de mesurer toute la portée des événements qui ont traversé le Burkina Faso. Ces approches discrètes, ces enveloppes anonymes et ces propositions insinuées en marge de la hiérarchie semblaient, au début, n'être que des anomalies sans cohérence. Elles forment aujourd'hui le motif central d'un récit où chaque fragment annonce la présence d'un appareil d'ingérence plus large, plus patient, plus structuré qu'on ne l'imaginait. Ce chemin, reconstruit rétrospectivement, éclaire les étapes successives qui ont transformé une suspicion diffuse en une crise ouverte.
Les opérations déjouées montrant alors une vérité plus profonde. La résistance ne s'est pas bâtie seulement dans les salles de commandement ou les cellules de renseignement, mais aussi dans la capacité de certains acteurs à reconnaître, dès l'origine, la nature exacte des pressions. Le capitaine du Nord, l'officier logistique, les enquêteurs qui ont identifié les premiers relais transfrontaliers ont tous joué un rôle déterminant dans la solidification progressive des défenses internes. Dans cette trajectoire, l'action du cercle autour d'Ibrahim Traoré prend une dimension symbolique. Elle incarne l'idée que la cohésion peut naître des signaux les plus infimes lorsqu'ils sont correctement interprétés. La vigilance commence toujours par un détail. Les événements récents montrent combien la souveraineté peut se jouer dans des espaces souvent invisibles. Les circuits financiers de détournés, les réseaux parallèles, les pressions indirectes qui tentent d'infléchir le destin d'un État. Ce qui s'est déroulé au Burkina Faso illustre la manière dont ces mécanismes agissent silencieusement avant d'apparaître au grand jour, lorsque les tentatives échouent ou que des preuves émergent. Comprendre ces dynamiques, c'est reconnaître que la stabilité ne dépend jamais d'un seul acteur, mais d'une multitude de gestes, de décisions, de résistances parfois imperceptibles. Partager ces analyses contribue à rendre visibles des réalités qui demeurent souvent en marge des récits internationaux. Cela ouvre un espace de discussion où chacun peut examiner les interactions entre influence extérieure, résilience institutionnelle et responsabilité collective. Les enjeux décrits ici dépassent largement un pays ou une conjoncture. Ils interrogent la manière dont les sociétés protègent leurs équilibres face aux pressions concurrentes. Alors, comment percevez-vous ces mécanismes lorsqu'ils se rejouent ailleurs, loin des projecteurs habituels?